On ouvre ce 21-23 comme promis sur le plus beau des terrains, le terrain des étoiles, puisque nous avons pu, en exclusivité, première télévision à le faire, France Télévisions, interviewer Sophie Adno, notre astronaute, notre spationaute nationale en orbite depuis 13 jours au-dessus de nos têtes dans la Station spatiale internationale. On va en parler avec un invité de marque. Bonsoir Michel Tonini. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien astronaute du CNES, de la NASA, de l'Agence spatiale européenne. Vous êtes un vétéran de 2 missions spatiales, aussi bien côté russe en 1992 que côté américain en 1999 à bord de la navette Columbia. On va en parler. Nelly Lesage, bonsoir. Journaliste scientifique, rédactrice en chef chez Numérama. Bonsoir. Et puis Alban Guillaumarc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en droit de l'espace à l'université Panthéon-Assas et coordinateur du groupe Objectif Lune à l'ANRT. Alors, on va tout de suite prendre la direction de l'espace, aller retrouver Sophie Adno. Donc, interview enregistrée cet après-midi durant 20 minutes par Gian Benzina et Nicolas Châteauneuf. On va retrouver aussi Gian Benzina qui va nous raconter dans quelques minutes les coulisses de cette interview un petit peu particulière. En tout cas, tout de suite, direction l'ISS où Sophie Adno nous souhaite la bienvenue. On l'écoute et on réagit juste après. Bonjour, mais écoutez, c'est la grande forme, autant physique que morale. C'est même encore mieux que ce que j'ai pu espérer. La vue est absolument magnifique. La cupola donne une vue 360 en fait, non pas tout à fait 360 mais 180 sur la Terre. C'est vraiment splendide. Pour tout vous avouer, on n'y va pas tous les jours, pas tout le temps, parce qu'on est quand même très occupé ici. Mais bon, on essaye de... Voilà, toutes les minutes qui sont passées à regarder la Terre sont vraiment précieuses dans le sens où elles nous emplissent de bonheur. Michel Tonini, évidemment, vous venez très souvent commenter l'actualité spatiale sur les différents plateaux de télévision, et ici notamment, mais chaque fois que vous revoyez ces images-là, quel souvenir, c'est toujours aussi indescriptible de voir... Oui. Nous, on le voit en tant que spectateur, mais le vivre, voir cette courbure de la Terre, le noir de l'espace, c'est très émouvant de la voir, de voir qu'elle est heureuse. Et c'est très émouvant aussi et rassurant de voir qu'il y a une continuité entre les vols que nous avons faits il y a déjà une 60aine d'années et la continuité avec les jeunes qui veulent faire ce travail-là pour continuer à faire des expériences de plus en plus complexes qui nous amèneront un jour sur la Lune puis sur Mars. Alors, elle dit qu'elle n'a pas vraiment le temps, enfin, elle prend le temps d'observer la beauté de ce spectacle, mais c'est un emploi du temps qui est très contraint. Le programme est assez chargé, du lundi matin au vendredi soir, c'est très complexe, et donc on n'a pas beaucoup de temps pour regarder. En fait, le temps qu'on a de libre pour eux dans la station spatiale, c'est juste du samedi midi au dimanche fin d'après-midi. Et moi, dans mon deuxième vol, par exemple, j'ai eu 2 heures uniquement pour regarder la Terre. Tellement on était occupés. 2 heures durant toute votre mission spatiale, qui a duré une dizaine de jours, alors, c'est ça? La deuxième a duré 5 jours, mais sur 5 jours, j'ai eu que 2 heures tranquilles pour regarder la Terre. Tellement j'étais occupé. Ah oui. Parce qu'on a lancé un télescope qui était complexe, on a monté un appareil pour le sport qui était assez complexe aussi, et donc on était tout le temps occupés. Et ça prend plus de temps là-haut. Surtout au début, les premiers jours sont très complexes parce que quand on pose, par exemple, le crayon sur la table, ici ça tient, mais là-bas, ça va partir dans tous les sens. Donc il faut se réhabituer. Une adaptation qui va prendre du temps, et donc ça prend plus de temps au départ. Nelly, on va juste rappeler à nos téléspectateurs, donc Sophie Adno, qui est pilote d'essai, d'hélicoptère, ancienne de l'armée de l'air, c'est la 2e femme astronaute française, longtemps après la première, c'était il y a plus de 20 ans. Oui, Claudia Agneray, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est marquant et c'est plaisant de voir une femme prendre un rôle aussi important aujourd'hui. C'est pas que symbolique, on dit toujours, non, bien sûr. on va en parler parce que c'est une astronaute femme, ce qui est totalement faux. On parle autant de Thomas Pesquet récemment, voilà, c'est à chaque fois des moments intéressants et magiques, mais c'est quand même important, notamment parce que la motivation aussi de jeunes générations, de jeunes femmes scientifiques, ingénieurs, c'est important. Oui, c'est un modèle, c'est indéniable. Et puis aussi, je pense que c'est bien d'avoir une femme dans l'espace parce que les femmes peuvent rencontrer des problématiques que les hommes ne rencontrent pas. Et c'est aussi une manière de faire de la recherche sur tous les humains qui peuvent explorer l'espace, les femmes comme les hommes. Alban, justement, on va en parler au cours de cette émission, mais chaque fois on parle de l'émerveillement que provoque, voilà, ce que vous avez derrière vous sur les écrans, la Terre vue de l'espace. On sait que c'est un rôle important dans les vols habités, encore une fois, la motivation, l'émerveillement. Et il y a toujours, on va y revenir, mais il y a toujours ce débat, est-ce que ça sert encore d'envoyer des hommes dans, on va dire, la banlieue terrestre? On a ce débat depuis longtemps, puisque ça fait plus de 60 ans qu'on le fait, hein, Gagarine dès 1961. Donc, c'est pas nouveau. Est-ce qu'on apprend encore des choses? Est-ce que c'est encore utile? Les 20 ans de fonction, en tout cas de
habitations permanentes de l'ISS ont quand même apporté leur lot de découvertes scientifiques dans des champs tels que celui de la médecine sur le corps humain dans l'espace, sur la chimie des matériaux, sur la biologie spatiale avec la culture de plantes en apesanteur au sein de la station, enfin en tout cas des expérimentations sur des matériaux vivants. Mais au fond, l'enjeu aussi principal, c'est de questionner le coût global de la Station spatiale internationale sur cette vingtaine d'années comparativement à son bilan scientifique. Et le fait est qu'il faut constater qu'il y a débat, en tout cas dans la communauté spatiale, sur la réalité de ce bilan scientifique de 20 ans de Station spatiale internationale. Il y a, vous l'avez dit, le bilan sur l'émerveillement, et je vois aussi un autre élément majeur qui est le maintien de compétences sur le vol habité. Mine de rien, c'est compliqué d'envoyer des astronautes dans l'espace, et le fait d'avoir cette station habitée en permanence fait que les agences spatiales, effectivement, s'engagent dans le domaine du vol habité, les agences spatiales, la Russie, les États-Unis et l'Europe, dans une certaine mesure, doivent maintenir des compétences sur le sujet. Donc il y a ce volet maintien de compétences, expérimentation en orbite, mais il faut quand même mettre ça en comparaison avec ces 20 ans de financement assez lourd d'une station orbitale, mine de rien, en voie d'obsolescence, qui sera désorbitée à la fin de la décennie, au début de la prochaine. Bon, on va reparler justement, on y reviendra, on va parler de la suite et de l'avenir. Juste pour revenir notamment sur cette interview avec Sophie Adno, d'abord on va faire un premier crochet par notre consoeur Jian Benzina qui a interviewé donc, cet après-midi en direct par visio Sophie Adno. Quand elle était en montage sur les séquences qu'on vous montre, on est allé justement interroger Jian. Voilà ce qu'elle nous raconte sur cette interview un peu particulière. Écoutez-la. Ça a été une expérience étonnante et je ne m'attendais pas en fait à ce que ce soit même aussi émouvant pour celui qui pose les questions, tout simplement parce que en fait c'est très organisé. On ne pose pas une question comme ça à quelqu'un qui est dans l'ISS. Nous avions un créneau d'une 20aine de minutes. Pas plus. Il y avait un top départ pour le début de cet entretien qui était donné par Houston. On avait la personne qui gérait la conférence de presse qui nous disait « il y a Houston qui va nous donner le top ». Il avait une phrase vraiment préparée, il y avait un protocole qui était donné pour dire « est-ce que c'est bon, Sophie Adno, est-ce que vous êtes prête ? On donne le top, on nous donne le top ». Et du coup, c'est un peu contagieux, quoi. C'est-à-dire que cette atmosphère un peu de hop, on est lancé, la connexion avec l'espace, elle est faite. Mais nous-mêmes, pourtant un peu rodés aux conférences de presse, ça nous a un peu gagné et on était un peu intimidés, je crois. Et puis aussi, c'est un visio où, en fait, quand votre interlocuteur se révèle à l'écran et qu'il a la tête en bas, moi, ça ne m'était pas arrivé dans ma carrière jusqu'à présent. Et j'étais un peu désarçonnée en disant « ah oui, d'accord, oui, c'est un visio, mais de l'espace ». Alors, Michel Tonini, on a retrouvé un de vos visios de l'espace. 1999, vous étiez à bord de la navette américaine Columbia. Vous parliez à des enfants. Alors, on vous voit. Vous étiez Racontez-nous, parce que c'est pas nouveau de faire ces visios de l'espace. Techniquement, j'allais dire, c'est la distance de Paris à Lyon. C'est 450 km au-dessus de nos têtes. C'est peut-être un peu plus compliqué qu'un coup de fil, mais qu'un coup de téléphone, mais pas tant que ça, finalement. Alors, c'est organisé avec la station spatiale, la NASA, les enfants. Donc, on va faire un appel téléphonique avec les écoles. Et sur 5 jours, on fait 5 appels sur les 5 écoles principales qui ont été choisies. Il y a des questions posées par les enfants, on va répondre, ça va durer un quart d'heure environ. Et alors, on se disait, je viens de nous l'expliquer, mais c'est si court parce que quoi ? Parce que, comme vous nous disiez, vous avez beaucoup de travail. Oui. Ou est-ce qu'il y a des histoires Non. de positionnement de la station ou de la navette spatiale Alors, chez les Russes, on avait un timing très très court parce qu'on avait entre 5 et 20 minutes de communication par orbite, toutes les heures et demie. Chez les Américains, sur la navette, on avait 90% de l'orbite qui était couverte grâce aux satellites géostationnaires. Donc, on pouvait avoir une communication tout le temps. Mais on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Juste ces visios-là qu'on vous revoit en 1999, quel est pour vous l'émotion ou l'intérêt, ou peut-être, j'allais presque dire, l'embarras, parce que vous avez tellement de travail à faire que ça vous embête de répondre à des enfants de 10 ans, ou est-ce qu'au contraire, vous le prenez comme vraiment une partie intégrante de votre mission et ça vous émeut, même quand vous avez la tête occupée par plein de trucs importants? Pour tout vous dire, j'avais mis ça comme la dernière priorité, donc j'avais repoussé. La première fois, j'ai loupé le créneau, donc je n'ai pas parlé avec les enfants. Mon commandant de bord, qui était une femme, Aline Collins, m'a dit « Michel, c'est pas bien, demain, il faut que tu refasses ». Le deuxième jour, j'ai encore loupé. Donc elle m'a dit, là, maintenant, je vais te prendre par la veste, on va aller en haut faire ensemble. J'ai fait ensemble. Et c'était une surprise qu'il m'avait fait parce que c'était mon fils qui était en face à l'école. Je parlais avec mon fils et j'avais boycotté mon fils pendant 2 jours. Donc j'étais un peu chagriné d'avoir loupé ce créneau et elle m'avait fait pointer du doigt que c'était très important pour le faire. Et elle vous l'avait expliqué? Après, elle me l'a expliqué. C'était une surprise qu'il m'avait fait. Donc
l'appel aux écoles, c'était juste pour que je parle avec... Mais sur l'intérêt de la motivation Oui, des jeunes générations, c'était ça? Oui, c'est important. Et on fait ça tout le temps. On fait ça quand on est dans l'espace, même au sol. Aujourd'hui, par exemple, je parle dans les écoles régulièrement. Je m'occupe des étudiants dans les universités qui s'occupent du spatial. On a réussi à monter avec des profs qui sont très motivés une classe de 5e E, donc 5e espace. On est en train de mettre en place un BIE, donc le brevet d'initiation spatiale, à l'espace aussi. Donc il y a plein de choses qui se réalisent en ce moment liées à l'espace. Alors, on va voir tout de suite un deuxième extrait de l'interview de Sophie Adno et vous allez pouvoir évidemment réagir et vous allez nous expliquer après. Sophie Adno nous dit qu'elle est en pleine forme, physique notamment, et qu'elle n'a pas ou quasiment pas le fameux mal de l'espace. On sait que ça touche quand même beaucoup d'astronautes. On l'écoute et vous nous expliquez derrière. J'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir une bonne santé dès le début, et ça vraiment, c'était pour moi, c'était de la chance. Donc du coup, j'ai pu en fait progresser vite et de suite me déplacer sans être malade et faire des 360. Et oui, voilà, tout se passe très bien et il n'y a pas de souci pour faire des saltos. Et voilà, et Sophie Adno joint le geste à la parole. Alors, Nelly, et puis évidemment Michel et Alban, vous allez compléter. Voilà, quand je disais, il y a beaucoup d'astronautes qui arrivent en orbite et qui sont malades, bien que ce soit des êtres d'exception médicalement super entraînés, médicalement checkés dans tous les sens. Je crois que quasiment la moitié des astronautes souffrent au début. Alors, c'est normal d'avoir le mal de l'espace, mais si on a une motivation extrême, et c'est le cas de Sophie, la motivation passe au-dessus du mal de l'espace. Et j'ai des collègues astronautes qui font du bateau sur les volets, ils sont malades, dans l'espace, ils ne sont pas malades. Alors, c'est le même mal. Donc, le seul delta, c'est la motivation. Parce que Nelly et puis Alban, c'est quoi ce mal de l'espace? C'est, comme dit Michel, une espèce de super grand mal des transports. Oui. Alors, on ne peut que l'imaginer quand on ne l'a pas vécu. Donc, je me projette en disant cela, mais j'imagine qu'on a vraiment mal au cœur. On parle peut-être aussi de vomissements. Enfin, en fait, tout est sans dessus-dessous. Nous qui avons l'habitude de se tenir droit sur la Terre et tout est toujours rattrapé par la gravité. En fait, là, tous les organes sont déboussolés. Donc, j'imagine un espèce de mal-être général et peut-être, pour être vraiment plus concret, des vomissements et ce genre de contrariété. Et ça, l'entraînement permet de l'apprivoiser? Alors, chez les Russes, il y avait le tabouret tournant qui permet d'avoir un peu le mal de l'espace, mais en plus fort. Le mal dans l'espace, là-haut, il est quand même moins fort parce qu'on peut l'arrêter si on se calme. Plus on bouge, plus on va incrémenter ce mal qui va augmenter. Donc, au départ, les premiers jours, il vaut mieux faire lentement et après, on va s'adapter. Est-ce que, alors... Mais c'est un mal qui est normal, c'est un décalage entre la verticale visuelle et la verticale autolytique dans les capteurs des oreilles internes. Donc, c'est normal d'être malade, mais on peut le couvrir par la motivation. Si on est extrêmement motivé ou très attaché à une tâche très particulière, ce mal va disparaître. Dans un bateau, c'est pareil. Par exemple, moi, je suis sensible au mal de l'espace, je fais du bateau, mais je suis skipper du bateau, donc je suis pas malade parce que je suis responsable du bateau. Et Alban, enfin évidemment, il n'y a que Michel Tonini sur ce plateau qui l'a expérimenté vraiment dans sa chair, mais c'est tout simplement, on réexplique à nos téléspectateurs, dans l'espace, tout flotte. Enfin, l'impesanteur est un phénomène de chute en fait, mais c'est comme si tout flottait, donc les organes, le sang remonte à la tête, forcément c'est violent pour le corps humain. C'est extrêmement éprouvant pour le corps humain et Michel peut en témoigner au-delà de son rôle d'astronaute, en tant que préparateur aussi d'astronautes à l'EAC, notamment, si je ne me trompe pas, de préparateur de Thomas Pesquet. L'EAC, c'est le centre d'entraînement des astronautes de l'ESA à Cologne. Et justement, tout l'enjeu ici, c'est de préparer le corps de l'astronaute à ce choc qu'est l'arrivée dans l'espace et surtout le maintien plusieurs mois d'affilée dans ces conditions extrêmement particulières. Moi, à chaque fois que je vois ces images d'astronautes qui flottent dans la station, je réalise deux choses. Déjà, quelle prouesse technique, mine de rien, d'arriver à faire subsister plusieurs mois d'affilée des astronautes dans une station spatiale, orbitant à 400 km de la Terre, et en les nourrissant, en les lavant, en les faisant dormir, en les faisant respirer. Et dans le même temps, je me dis, quelle hostilité aussi de ce milieu spatial, puisqu'en fin de compte, ce qui permet à ces astronautes de survivre pendant des mois, c'est cet artifice technique, cette boîte de conserve qu'est la Station spatiale internationale, boîte de conserve très sophistiquée tout de même. Et mais grosse, c'est plusieurs, quoi, c'est l'équivalent de plusieurs autobus. 1000 mètres cubes, ça fait 1000 mètres carrés. Donc on se dit véritablement quelle prouesse technique, mais quelle hostilité aussi du milieu spatial. Et ça pose beaucoup de questions sur l'exploration de futurs terrains qui ne sont pas les orbites terrestres, mais la Lune et Mars.
Est-ce qu'il y a, dernière question là-dessus, est-ce qu'il y a des manières on a bien entendu ce que vous disiez, hein, Michel Tonini, la motivation, est-ce qu'il y a des manières de plus s'y préparer? Je me rappelle, j'avais eu la chance quand j'étais jeune reporter de faire les vols, ce qu'on appelle les vols 0G, avec le CNES notamment, donc on partait faire 30 paraboles avec des astronautes qui s'entraînaient, et on sentait que c'était extrêmement violent, et effectivement, je me rappelle que je me sentais bien quand je flottais dans l'avion, et quand je m'étais mis à faire des saltos comme le fait Sophie Adno, là, le vomissement arrive très très vite. Est-ce qu'on arrive, en s'entraînant avec ces vols paraboliques, à mieux maîtriser ça? Oui, les vols paraboliques sont une des façons de s'entraîner. On ne fait pas ces vols paraboliques pour l'entraînement au mal vestibulaire, mais on le fait pour ressentir la pesanteur pendant 22 secondes. Donc c'est très important dans l'entraînement aussi. Par contre, si on veut s'entraîner, le meilleur, c'est le tabouret tournant, qui est un petit peu difficile. Mais d'ailleurs, c'était un test dans ma sélection en 1985. Et le test qui était éliminatoire, il fallait tenir 8 minutes sur ce tabouret tournant. Et si vous loupiez le test, vous étiez éliminé. Et alors, louper le test, c'était quoi? C'était tomber du tabouret ou vomir Vomir ou arrêter, parce qu'on avait un bouton rouge. Il fallait faire 8 minutes. Si on arrêtait à 6 minutes, on était éliminé. Et moi, j'étais pas bien déjà à 30 secondes, donc j'ai dû vraiment respirer. C'est des techniques de yoga pour bien respirer, pour se détendre. Et j'ai réussi à tenir 8 minutes. Mais sinon, et là, c'est quoi? C'est votre mental qui a fait la différence en disant non, je vais pas lâcher, je vais pas tomber là, quoi. Non, je lâche rien. Bon, alors, Sophie Adno a passé tous ces tests comme vous. Il lui en restait un dernier à passer quand elle est arrivée dans la station, c'est ce qu'elle nous a dit. Une petite forme de bizutage, puisqu'elle va nous raconter ce qu'elle a dû faire, quelle est visiblement la tâche réservée aux jeunes astronautes qui découvrent l'ISS. C'est assez amusant et pourtant très technique. Écoutez-la et on en parle après. Les astronautes qui arrivent tout jeunes pour leur première mission spatiale, ils sont souvent en charge de la maintenance des toilettes. Donc j'ai déjà fait ma première activité de maintenance du système de filtration, du système en fait qui permet de recycler l'urine et pour la transformer en eau potable. Donc ça c'est fait. Maintenant, il y en aura d'autres à faire, des maintenances de ce système, j'imagine. Et puis la maintenance aussi des toilettes du container numéro 2, voilà, pour pas de l'écrire. Mais bon, ça c'est fait aussi. Donc, ça fait partie des activités qu'on fait quand on est jeune astronaute. Michel Tonini, corvée de toilette, pour être poli. Vous avez eu le bizutage aussi ou non? Non, j'ai pas eu ça parce que moi j'étais avec les Russes et ils avaient déjà préparé les toilettes avant et j'avais un vol court, donc j'ai pas eu ce bizutage-là, mais je comprends que sur un vol long, c'est important de bien savoir s'occuper des toilettes. D'ailleurs, ça prouve un petit peu que dans cette station spatiale, Russes et Américains ont pris des choses qui appartenaient aux autres pays. Par exemple, les Américains sur la navette avaient des toilettes non réparables et on les préparait avant le décollage. On s'en servait pendant le vol qui durait 15 jours. On revenait avec les toilettes et ça devait tenir. Ça tenait toujours, sauf une fois où ça n'a pas tenu. Donc on avait un plan B qui était la couche culotte. Pendant 15 jours. Comme le porte-avions américain en ce moment au large de l'Iran, qui a des problèmes évidemment de plomberie et de toilettes. Mais chez les Russes, les toilettes sont réparables. Et les Américains, pour les vols longs, ont pris également le choix d'avoir des toilettes réparables. Donc on a vraiment évolué dans ces systèmes qui ont été copiés par les uns et par les autres. Et dans cette station spatiale, c'est vrai que une des grandes beautés, on en a parlé, c'est le fait que les Russes et les Américains s'entendent ensemble depuis on va en parler, on va justement en parler. Il y a Sophie Adno, il fait référence dans un autre extrait. Juste, Alban Nelly, évidemment, c'est amusant voilà, cette anecdote sur ce petit bizutage sur les toilettes, mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que chaque chose qui nous paraît relativement simple, évidemment, en gravité terrestre, est techniquement ultra compliqué. Il n'y a pas de saut-métier, il n'y a pas de petite ingénierie. Là-haut, tout est de la haute technologie, y compris sur les toilettes. Et même utiliser les toilettes, il y a une formation pour pouvoir les utiliser. Ils doivent s'entraîner avant de partir à utiliser les toilettes. Donc il y a déjà utilisé l'outil, mais en plus, si jamais l'outil a un problème, il me semble que ça peut vraiment entraîner des dégâts. S'il y a des liquides je crois qu'il y a un liquide dans les toilettes de la station spatiale qui permet de... Enfin, je ne sais plus exactement à quoi il sert, mais que s'il s'échappe, c'est ce qu'expliquait Thomas Pesquet dans son livre, ça pouvait être dangereux dans la station. En fait, le moindre problème pourra prendre des proportions énormes dans cet environnement clos, tout simplement. Alban, mais évidemment, Michel, Michel, vous n'avez pas été sur l'ISS, mais forcément, ça ressemble. Mais juste qu'on explique à nos téléspectateurs, on voit les images là, mais en fait, l'ISS aujourd'hui, ça ressemble à, je ne vais pas dire un vaisseau spatial de Star Trek, mais c'est super épuré, moderne. Ou est-ce que c'est un peu une gigantesque usine
avec je sais pas, des valves, des boutons, des robinets partout. Est-ce que c'est quand même un peu c'est à la fois de la haute technicité, mais quand même, voilà, de la plomberie? C'est de la plomberie, on l'a vu avec l'anecdote avancée par Sophie Adno, mais c'est de la plomberie extrêmement complexe quand même, parce qu'elle a 400 km d'altitude et qu'elle doit orbiter et tenir quoi qu'il arrive. Mais ce qui est intéressant, globalement, pour l'expliquer à nos téléspectateurs, c'est que la Station spatiale internationale, l'ISS dans lequel est Sophie Adno pour les 8 à 9 prochains mois, à l'inverse de toutes les stations spatiales qui l'avaient précédée, est une station spatiale plurimodulaire. Donc on a assemblé plusieurs modules en orbite. Ça, c'est pas ce qui fait sa nouveauté. Sa nouveauté, c'est que chacun des modules est par ailleurs immatriculé dans un état différent. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on a un morceau ramené par chacun des partenaires à la Station spatiale internationale, c'est-à-dire nommément pour nos téléspectateurs la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale japonaise, l'Agence spatiale canadienne et évidemment Roscosmos, l'Agence spatiale russe. Chacun a apporté un élément de la Station spatiale internationale, ce qui permet ensuite d'échanger compétences contre compétences des places à bord, des droits d'utilisation de la station. Mais grosso modo, c'est un assemblage de plein de modules pressurisés en orbite et on le voit bien sur les images. Il y a des câbles qui circulent. En tout cas, le design intérieur a sans doute pas été prioritaire. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la fois où j'ai vu le premier lancement SpaceX, le premier lancement d'une capsule Crew Dragon par SpaceX vers la Station spatiale internationale, et de comparer l'intérieur de ces capsules Crew Dragon, qui est nickel du point de vue du design d'intérieur. Quasiment des iPads comme commande. On est loin de la navette spatiale. En comparaison de la Station spatiale internationale qui a encore des câbles partout, mais dont le design d'intérieur ressemble encore à peu près aux véhicules utilisés par les Russes pour aller dans la Station spatiale internationale. Donc effectivement, sur le plan du design, on est loin du vaisseau Star Trek. On est plus proche d'un mobil-home mal rangé. Mais est-ce que c'est parce que, là je parle au pilote que vous êtes, Michel Tonini, est-ce que c'est parce que, évidemment, on n'est pas là pour faire du design et qu'il faut pouvoir accéder. On sait que dans toute l'aéronautique, le spatial, les systèmes sont ce qu'on appelle redondants. C'est-à-dire si un système tombe en panne, il y a un système de secours, on a même un deuxième de secours, etc. Est-ce que c'est parce qu'il faut pouvoir accéder à tout, j'allais dire, à toute cette plomberie très vite? Il faut d'abord savoir faire de la science, donc on a le temps de scientifiques à faire. Donc on a des racks, on a des armoires scientifiques qui sont dédiées, et donc on passe son temps à 40% environ à faire de la science. Il faut qu'on puisse réparer. On a d'autres racks de réparation. Et puis après, il y a le sport et puis il y a toute la logistique à s'occuper, comme réparer les toilettes. Donc c'est important de pouvoir réparer. Donc on a une boîte à outils assez importante. Et aujourd'hui, même certains outils, on les fabrique avec du plastique. On a une imprimante 3D qui va fabriquer la clé à molette de la bonne dimension pour faire son outil. Donc on a vraiment évolué entre les vols qu'on faisait il y a en 92 et maintenant. Même pour l'eau, par exemple, on ramenait 80% d'eau. Aujourd'hui, on récupère 95% d'eau de la station spatiale. Ah oui, la transpiration, l'urine, tout ça, c'est récupéré, c'est transformé en ébullition et c'est retransformé en eau qu'on va transformer par électrolyse en hydrogène et oxygène. On va respirer l'oxygène, on jette l'hydrogène. Dans le futur, on va faire la même chose avec le gaz carbonique pour prendre le haut du gaz carbonique, le transformer avec l'hydrogène pour refaire de l'eau. On arrivera presque à 100%. Et ça, ce sont les systèmes qu'on va utiliser dans l'ISS de façon économique pour après les prendre sur la Lune et après les prendre sur Mars. Donc on a une évolution. On imagine bien que quand il faudra rester des mois, voire des années sur Mars, il faudra ces systèmes-là. Voilà. Juste, tous les trois, vous parliez de la formation, y compris de la formation pour savoir réparer les choses. On va juste voir un extrait du reportage de Simon Ricotier qui avait suivi Sophie Adno à l'entraînement. On va voir justement à quoi ça ressemble et on va voir justement quasiment ces cours de pas de bricolage, enfin de bricolage de haute volée, parce que c'est très important. Regardez. Sophie Adno s'est entraînée sans relâche. Stage de survie, vol zéro gravité, simulation en centrifugeuse ou en piscine. À Cologne, où nous l'avions rencontrée le mois dernier, elle s'est préparée à toutes les situations, y compris à une sortie dans l'espace. Le Graal de toutes les missions d'astronautes, ce sont les sorties extravéhiculaires. Aujourd'hui, je ne sais pas si on en aura ou pas. On ne sait pas qui la fera, mais on est tous prêts et on a tous très envie de vivre cette expérience. Un enthousiasme à toute épreuve et une spontanéité. Alors moi, avant toute chose, je fais toujours ça avec mon équipement. Trop mignonne. Alors, il y a plusieurs choses dans ce court extrait. On va parler des sorties extravéhiculaires, le rêve qu'on souhaite évidemment à Sophie Adno. Mais avant ça, donc sur cette formation, ce qu'on a vu, donc il y a quoi? Il y a formation évidemment technique, préparer, utiliser, faire de la science. Est-ce qu'il y a aussi, je connais la réponse, oui, parce qu'il y a eu d'autres reportages dessus, des formations purement académiques. En fait, une bonne partie de la formation, c'est dans une salle de cours et on apprend plein de choses en très peu de temps. Le départ, c'est académique, c'est connaître
toute la mécanique spatiale, pourquoi on va dans l'espace, comment on fait pour faire un rendez-vous dans l'espace, comment on rentre de l'espace sur Terre, donc c'est les choses de base. Donc c'est quoi? C'est des maths, c'est de la physique? C'est des maths, de la physique, c'est de la physique. Après, il y a les simulateurs, les systèmes, donc on va apprendre des systèmes en général, on va apprendre les pannes sur les systèmes, on va aller sur les simulateurs de ces systèmes, des pannes sur ces systèmes, et après, c'est les systèmes composés, c'est les simulateurs globaux, où on va voir des pannes superposées. Il y a des interros surprises, il y a des contrôles. Il faut réussir des... Tous les mois, il y a un test. Et si on loupe, on peut le recommencer une fois. Et si on loupe 2 fois, normalement, on est éliminé. Ah oui, bien que vous soyez sursélectionné, parce que ceux qui sont à l'entraînement, c'est le top du top de l'élite. Mais c'est pour ça que, pour Sophie Adno, par exemple, on en a pris 5 astronautes sur 22 000 candidats. Donc on est pratiquement sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout. Ils ont un bagage intellectuel tellement important que quand ils vont commencer, ils vont réussir... Quand les interros, surprise, il les rate pas. J'étais patron à Cologne pendant 8 ans. Je peux vous dire que des notes, c'était entre 18 et 19 sur 20. Il n'y avait jamais en dessous de 18 sur 20. Ils étaient tous excellents. Nelly Alban, ça laisse songeur sur le niveau. Et en plus, ils ont aussi d'autres choses à apprendre. Par exemple, pour communiquer, je crois que c'est Thomas Pesquet qui a dû apprendre le russe en quelques mois. Oui. Parce qu'en fait, il faut aussi pouvoir parler avec les autres astronautes, et c'est quand même mieux de pouvoir parler plusieurs langues. Il y a aussi une formation médicale, puisque là-haut, ils sont tout seuls. Donc, on a vu récemment que s'il y a besoin, on peut revenir relativement en urgence. Vous étiez avec nous, justement, on en avait sur ce parlé plateau, ensemble. quand les 4 astronautes sont revenus dans une Donc, capsule Dragon. On ne sait pas lequel était malade. Si on vient de le savoir. On sait maintenant. C'est un j'avais Américain, pas eu hein. l'info. C'était l'Américain. l'Américain. On pensait tous que c'était le Japonais, parce qu'il était un peu blanc par rapport aux Mais on ne autres. sait pas ce qu'il a, par contre. On n'a pas eu on ne sait pas ce qu'il a. l'information. On ne savait pas ce qu'il a. Il a dit qu'il avait besoin d'un contrôle médical supérieur fait par un scanner ou un IRM qu'on n'a pas dans l'espace, on a juste un échographe. Donc on n'a pas a priori, il va bien aujourd'hui. Il va très bien. Il a l'air d'aller bien. Il a d'ailleurs signé lui-même le communiqué de la NASA. Donc, a priori, il doit être en bon état. Alban, sur cette formation. Pour rebondir sur la remarque de Nelly à l'instant, sur le fait que Thomas Pesquet a dû apprendre le russe en urgence, il y a aussi un autre élément de la formation et de la sélection d'astronautes qui compte, c'est la prise en charge de l'interculturalité à bord. Parce que mine de rien, sur une station spatiale internationale, donc de coopération internationale, on a des astronautes de plusieurs nationalités, de cultures différentes, qui ont un rapport au ciel, à l'espace, à la vie en communauté qui est différente. Et mine de rien, la prise en charge de ce risque interculturel, il est aussi bien présent dans la formation des astronautes. Alors justement, puisque vous parlez de l'interculturel, autre extrait important de l'interview de Sophie Adno qui nous a marqué, elle nous parle de son tout premier jour, elle découvre la station, elle a notamment toute une formation à nouveau là-haut de sécurité, puisqu'on imagine à quel point c'est important la sécurité, que la moindre étincelle mal placée dans quand même ces 1000 mètres carrés sous haute pression, eh bien ça peut être une catastrophe. Et c'est son commandant qui la guide, un commandant russe. Vous allez nous en parler parce que c'est peut-être le seul endroit en ce moment sur Terre où un commandant russe commande et des Américains et une Française. On l'écoute et vous nous expliquez après. Sergueï, le commandant de la station, nous a fait une visite qui était très très orientée sur la sécurité, et c'est normal, ça fait partie des choses qu'on doit faire en fait quand on arrive, puisque il faut savoir de suite savoir où sont les masques à oxygène, les détecteurs incendie, les extincteurs également, pour savoir réagir en cas d'urgence dès la première nuit, en fait, passer à bord. Et donc, c'était une visite très orientée sécurité. Alors, juste avant de parler de l'aspect géopolitique, oui, la sécurité, Michel, que ce soit dans les Soyouz où vous avez été, la navette spatiale, on a vu aussi à quel point c'était périlleux. 2 navettes spatiales ont explosé, 14 morts américains, 2 tragédies. La sécurité, c'est comme dans un sous-marin, la peur de l'incendie, c'est quelque chose de... Les 3 pannes les plus graves, c'est l'incendie, la dépressurisation, les gaz toxiques. Et on s'entraîne à ça régulièrement. Et non seulement on fait un briefing dès qu'on arrive dans la station, mais en plus, on fait des répétitions, des fausses pannes régulièrement. Tous les 6 semaines environ, en plein week-end ou pendant la nuit, on va dire, tiens, aujourd'hui, dépressurisation à 3h du matin. Tout le monde doit se lever en pyjama et on commence à faire les actions vitales comme si c'était une vraie panne. Jusqu'à aller dans le vaisseau Soyouz, le Crew Dragon, pour être prêt à rentrer. Parce qu'en cas de panne de pression, on va d'abord dans le vaisseau pour s'isoler et pour se préparer à rentrer sur Terre. On ferme la porte, on regarde... Oui, qui est comme un vaisseau de secours. C'est comme c'est un vaisseau de secours. Et voilà, on regarde où est la fuite. Si la fuite est très grave, eh bien, on pourrait rentrer sur Terre. Si la fuite n'est pas très grave, on peut savoir où elle se trouve, isoler ce compartiment pour retravailler ensuite et pour éventuellement colmater la brèche ou la fuite.
Pour revenir sur ce que dit sur Sophie Adnos, sur donc son commandant russe, pour parler un petit peu de cet aspect, cette coopération internationale, je vous disais, est-ce qu'on a l'impression que c'est le seul endroit sur Terre aujourd'hui, évidemment avec ce qui se passe avec la guerre, l'invasion russe en Ukraine, que c'est le seul endroit sur Terre où c'est encore comme avant? Comme avant, j'en suis pas certain, parce qu'il y a quand même des enjeux de coopération internationale qui se posent, et notamment d'articulation de la coopération entre la partie américaine et la partie russe de l'ISS, avec quelques incidents récents par ailleurs. Mais la question qui se pose aussi ici, c'est de rappeler que l'exploration spatiale, l'exploration spatiale telle que réalisée dans l'ISS, c'est un projet de coopération internationale qui unit, en fait, dès le début, deux États en particulier, les États-Unis et la Russie, qui sont les deux États prédominants dans le programme ISS, deux États qui sortaient à peine de la guerre froide. L'ISS, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est en fait la version 2 d'une première station spatiale, d'un projet de station spatiale internationale qui date de la fin des années 80. Et après la chute du mur, les États-Unis proposent à la Russie de s'associer dans le cadre du programme ISS qui est lancé à partir de la fin des années 90. Donc en fait, dès le début, on a cette dimension géopolitique. Vous voulez dire que dès le début, c'était vraiment un instrument de paix. Je crois qu'il y a d'ailleurs un cosmonaute soviétique qui a vu l'écroulement de l'URSS depuis l'espace. C'est ça, il est parti du RSS, il est revenu en Russie. C'est en tout cas un instrument de coopération internationale dans le cadre d'une transition géopolitique et celle de la fin de la guerre froide. Et ensuite, aujourd'hui, c'est vrai que la reconfiguration des relations entre les États-Unis et la Russie paraissait étonnante quand on regardait l'ISS, parce qu'effectivement, c'est encore un terrain de coopération. Le commandant de l'ISS est russe. Sophie Adno avait, à bord de la capsule qu'il a amenée à bord de l'ISS, un collègue astronaute russe. Donc effectivement, on a encore ce terrain de coopération, et je comprends que ça interroge le grand public qui se dit comment ça se fait que deux États qui ne s'entendent pas sur Terre arrivent à coopérer dans l'espace de façon relativement simple. Et c'est là où le juriste que je suis amène justement l'accord ISS à bord. Si les Russes et les Américains et l'ensemble des autres partenaires, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a tous les autres partenaires, arrivent à coopérer correctement dans le cadre de la Station spatiale internationale, c'est parce qu'on a un accord, un contrat entre les parties prenantes qui est là depuis la fin des années 90 et qui régit leur rapport à bord sur les droits d'utilisation, sur la répartition des compétences, la répartition des coûts. Et ça, tout le monde le respecte. Vous disiez qu'il y a eu quelques frictions récemment? Quelques frictions récemment dans le cadre de la composition de l'équipage qui a amené Sophie Adno. Il me semble qu'il y a eu un changement de l'astronaute russe. Il y a un astronaute russe, sans le faire exprès, ou je ne sais pas pourquoi, il a pris une photo d'un des moteurs de la fusée Falcon 9, je crois, et qui était un peu secret. On lui avait interdit de prendre la photo, et pour ça, il a été éliminé. C'est le backup qui a pris sa place. Le remplaçant. Le remplaçant. Je dis des moteurs, c'est des moteurs à kérosène, c'est pas des moteurs très sophistiqués, donc je ne sais pas si c'est la vraie raison, mais ils ont voulu marquer le coup en disant que les choses qui sont protégées sont vraiment protégées. Mais dans chaque véhicule Crew Dragon, il y a 3 Américains, un Russe. Dans chaque Soyouz qui décolle, il y a 2 Russes, un Américain. Et le commande de bord, il l'alternait. C'est-à-dire sur les 30 ans de station spatiale, il faut qu'il y ait le même nombre de jours de commande de bord russe et américain. Donc c'est un coup un Russe, un coup un Américain, etc. Et sur ça, Nelly et Michel, sur cette coopération entre Russes et Américains, au milieu de ça, voilà, une astronaute française. Encore une fois, c'est presque... Alors j'entends ce que disait Alban sur... voilà, il y a des textes et on respecte le contrat, mais c'est quand même assez extraordinaire en 2026 de voir que là-haut, ça marche encore de manière, j'allais dire, un petit peu idéale. Ça marche, mais ça marche aussi parce que logistiquement, ils sont obligés de coopérer. En fait, ils sont obligés aussi d'accéder à des éléments qui sont dans les modules russes, américains. Donc, par la force des choses, bon, non seulement déjà, ce sont des individus qui sont socialement quand même assez bien entraînés et même juste, ils ont cette aptitude à travailler ensemble au bon état d'esprit. Mais en plus, concrètement, ils doivent travailler ensemble puisqu'ils ont des modules complémentaires. D'ailleurs, Luc Ferry l'expliquait très bien, pour que 2 pays ennemis s'entendent bien, il faut qu'ils retrouvent tous les 2 un ennemi commun. Nous, là-haut, on a un ennemi commun qui est le vide spatial, parce que c'est le danger. La température, c'est plus et moins 150 degrés, plus 150 degrés au soleil, moins 150 degrés à l'ombre, et le vide spatial, c'est le sang qui va bouillir en 2 minutes. Donc c'est extrêmement dangereux, et comme c'est dangereux, les gens s'entendent bien pour résister ensemble. Question un petit pas de côté, mais avec ce qui se passe en Russie, la guerre en Ukraine, on en parle tous les soirs sur ce plateau, est-ce que la Russie aujourd'hui, qui était vraiment l'autre superpuissance spatiale avec bien évidemment les États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui elle a encore besoin de l'ISS? J'allais dire plus que jamais, même si l'ISS arrive un peu en fin de vie, parce que le programme spatial russe souffre. Peut-être que la Russie a plus les moyens de mettre autant dans le spatial qu'elle a fait auparavant, parce qu'il faut financer une guerre.
Non, la question de la place des Russes dans le spatial, elle se pose à l'aune de l'après-ISS, vous l'avez évoqué, puisque d'ici quelques années, l'ISS devrait être désorbitée, elle arrive en fin de vie. Et en fait, la phase elle va être quoi abandonnée, elle va brûler dans l'atmosphère. Brûler. Elle brûle. Sur le point Nemo. Ce sera safe, ce sera sécurisé, on ne va pas avoir Mir est rentré aussi sur le point Nemo. Des météores qui vont nous foncer dessus, non. Non, ça va aller. Donc la question intéressante qui se pose, c'est que font les Russes après l'ISS? Et là, en fait, on voit que les Russes ont réorienté leur réseau de coopération sur l'exploration lunaire, donc l'étape d'après l'ISS, en tout cas dans la programmation de l'exploration, et ils se sont engagés aux côtés de la Chine dans un programme qui s'appelle ILRS, International Lunar Research Station. Donc en fait, les Russes ne regardent plus vers l'ouest dans le cadre de la coopération de l'exploration, mais regardent plutôt vers l'est avec la Chine, et même vers le sud-est, si on rajoute l'ensemble des parties prenantes d'États asiatiques ou d'États africains qui participent, eux aussi, au programme ILRS. Donc la question, en fait, c'est comment est-ce que l'Est et l'Ouest, enfin l'ancien Est et l'ancien Ouest, donc les États-Unis et la Russie, vont continuer à coopérer dans la phase post-ISS. Et ça, c'est un gros point d'interrogation que pose justement la désorbitation. Vous avez mentionné la Chine. On va voir justement quelques images du programme spatial chinois. Sur ce plateau, on en parle régulièrement de l'espace. Sur ce plateau, plusieurs experts nous disaient, quand on parle du retour sur la Lune des Américains, il y a le programme Artemis. On va en reparler puisqu'Artemis 2, qui doit aller autour de la Lune avec des astronautes américains et un Canadien, je crois, doit s'élancer peut-être en mars-avril prochain. Mais plusieurs experts sur ce plateau nous ont dit... ils se demandent si les Chinois vont pas arriver premiers sur la Lune, pour le retour sur la Lune, parce que les Chinois avancent à bas bruit, mais quand quelque chose est décidé, on met les moyens, le plan est tenu. Est-ce que le monde de demain spatial, ce sera États-Unis et puis, on va dire, les alliés spatiaux, canadiens, européens, et les Chinois de l'autre côté? Je pense qu'à terme, il y aura une coopération avec les 5 de l'Agence spatiale, enfin les 5 de l'ISS aujourd'hui, plus la Chine, plus l'Inde. Parce que chacun... Coopération et pas adversaire. Parce que le but d'être sur la Lune, c'est pas de rester sur la Lune, c'est de préparer le voyage sur Mars. Et Mars, ce sera impossible de le faire avec une seule nation ou même 5 nations. Il faudra vraiment la coopération de l'ensemble des agences spatiales pour arriver sur Mars. Tellement c'est cher, complexe, dangereux, techniquement difficile. Donc ça, il faudra vraiment une capacité de partager un peu toutes les tâches entre tous les pays. Parce que quand on voit, alors là on voit des images de Chine, du programme spatial chinois, on va aussi voir évidemment les images du programme de SpaceX d'Elon Musk, qui on le sait, un rêve, vraiment son objectif c'est la conquête de Mars avec ces fameuses nouvelles fusées Starship. On en parle souvent sur ce plateau, les défis techniques sont encore longs, mais... Elon Musk, les Américains aujourd'hui, vous les voyez faire un partenariat avec l'Inde et la Chine pour aller ensemble, revenir sur la Lune ensemble et aller sur Mars ensemble? Mars, c'est 2050. Donc, il y a quand même beaucoup de temps entre maintenant et Mars. Il y a la fin de l'ISS, il y a la prochaine station spatiale autour de la Lune, Gateway, qui sera avec les 5 agences spatiales de l'ISS, sauf la Russie à cause de la guerre. À la place, ce sera les Émirats arabes unis qui feront l'une des parties qui était pour les Russes. Et après, il y aura cette station autour de la Lune qui sera unique. Même si les Chinois vont sur la Lune, les Chinois vont aller du type Apollo. Alors que les Américains iront en permanence sur la Lune avec cette station. C'est-à-dire que si les Chinois y vont, ils feront comme le programme Apollo des années 69-70. On atterrit, on reste 3 jours et on repart. Alors que les Américains, avec les Européens et les autres de l'ISS, vont faire une orbite autour de la Lune pour se poser sur la Lune, sur les endroits intéressants, en particulier le pôle Sud, qui est une grosse calotte de glace polaire qu'on pourrait réutiliser pour faire de l'eau et éventuellement hydrogène et oxygène. Alors là, il y a, si vous me permettez, il y a la vision à laquelle on aspire tous, d'exploration spatiale, la science pour faire progresser l'humanité, coopération entre les pays, sur la Lune, sur Mars. Si on voit le côté un peu plus noir, est-ce que l'espace est aussi... On sait qu'il y a des enjeux militaires aussi dans l'espace, mais je reviens à votre exemple sur le droit Alban. Est-ce que l'espace est aussi une zone de... peut-être pas de guerre, mais en tout cas de compétition, y compris de compétition légale. On sait qu'il y a toutes ces constellations de satellites, les Starlink, il y a des projets européens. Il y a une compétition économique aussi.
Oui, il y a clairement une compétition économique dans le domaine spatial. Et en fait, dans les deux domaines qui nous intéressent, à savoir le spatial orbital, donc le spatial de tous les jours, en fait, celui des satellites autour de la Terre, où là, il y a des enjeux de concurrence, notamment dans le domaine des connectivités. Votre antenne parle régulièrement de Starlink, le réseau Internet par satellite d'Elon Musk. C'est un exemple parmi d'autres des domaines de compétition en orbite. Et l'exploration spatiale, elle aussi, est touchée. Donc, en gros, ce qui part de l'ISS et qui va jusqu'à Mars et plus l'infini, où là, on est aussi sur des enjeux de compétition ou de coopétition, quand vous mettez une dose de coopération dans la compétition. Mais moi, je suis légèrement moins optimiste que Michel Tonini sur l'avenir de la coopération spatiale internationale sur la Lune puis sur Mars. Parce qu'en fait, tout l'enjeu, ça va être de savoir laquelle des deux parties prenantes la plus avancée, les États-Unis et les partenaires, et la Chine et ses partenaires, arriveront en premier sur la Lune. Et en réalité, ce qu'on observe quand même, c'est que les États-Unis et la Chine ne coopèrent pas en matière spatiale. Preuve en est d'ailleurs que la Station spatiale internationale dans laquelle est Sophie Adno pour les prochains mois n'est pas la seule station spatiale habitée actuellement en orbite. Il y en a une deuxième. La deuxième, c'est Tiangong, qui est une station spatiale chinoise et qui a été construite, lancée, développée et déployée. Ça, c'est intéressant. Et il y a des astronautes, des taïkonautes, c'est ça des taïkonautes chinois qui sont en ce moment sont en ce moment, qui habitent de façon permanente depuis quelques années déjà. Donc on a 2 stations spatiales internationales habitées. On en entend très peu parler, effectivement. On entend très peu parler. Et parce qu'on s'y intéresse très peu aussi. C'est exactement la même chose d'ailleurs pour le programme lunaire chinois. Artemis 2 prend actuellement beaucoup de place dans le traitement médiatique de l'exploration lunaire pour une raison toute simple, c'est que le lancement a lieu dans quelques semaines, on l'espère. Mais à la fin de l'année, on aura une 7e mission de Chang'e, donc Chang'e, le programme lunaire chinois, qui devrait là aussi viser le pôle sud de la Lune et faire quelque chose d'assez inédit. Justement le décollage d'un lanceur chinois, d'une fusée chinoise. Et qui va faire cette chose inédite et scientifiquement intéressante, qui est d'envoyer quelque chose au fond d'un cratère lunaire du pôle sud lunaire. Si la mission fonctionne, elle devrait être lancée en octobre. Et ça, c'est des terrains de découverte scientifique qu'on fait avec des sondes robotiques qu'on ne connaît pas. C'est de l'inédit scientifique d'aller explorer ces cratères. Donc tout l'enjeu, je crois, c'est d'accorder une place médiatique égale à la fois au programme d'exploration américain qui est dominant, à la fois sur l'ISS et sur la Lune, et à l'ensemble de toutes ces petites missions lunaires qui ponctuent l'actualité, mais qui dessine une nouvelle carte géopolitique qui est beaucoup moins isolée que le seul cas russo-chinois et qui montre qu'on a l'implication de l'Inde, on a l'implication de la Chine, on a l'implication des États-Unis, on a l'implication des Européens, mine de rien, eux aussi, qui ont des programmes lunaires, à la fois en coopération avec les États-Unis et tout seuls. Mais il faut vraiment réinternationaliser le débat et montrer que les Américains ne sont pas tout seuls. Un point un tout petit peu de politique ou de géopolitique, est-ce que l'Europe prend suffisamment le virage de l'espace de demain, j'allais dire tous azimuts, que ce soit les vols habités, que ce soit les enjeux économiques, voire militaires. On en parle beaucoup sur ce plateau. Il y avait Ariane, on a vu Ariane 6, la nouvelle version, mais on a l'impression qu'on est très très en retard sur SpaceX. Est-ce que, selon vous, l'Europe, elle est toujours dans la course ? Alors au départ, on avait le programme Hermès qui était associé avec Ariane 5. Qui était une mini-navette spatiale européenne. Pour 3 personnes. Et j'aurais dû être le pilote d'Hermès d'ailleurs, qui a commencé en 85. J'ai été sélectionné d'ailleurs pour Hermès. Et le programme a été arrêté en 92. Ça a été un beau projet. On était parti de 11 tonnes à 22 tonnes en l'espace de 7 ans. Donc le programme était vraiment voué à l'échec. Et donc ce programme a été abandonné. Et ensuite, on est parti sur un programme de coopération. On a vendu un petit peu, on a vendu ce qu'on avait sur Hermès aux Russes et un peu aux Américains pour que les deux s'entendent bien. En fait, si la station spatiale aujourd'hui se fait avec les Russes et les Américains, c'est grâce à des commonalités qu'on a prises pour Hermès qui vont également chez les Russes. Et donc, est-ce qu'on a ralenti, est-ce qu'on a un peu loupé le coche ? Non, on n'a pas loupé parce que finalement, on va faire, par exemple, les missions Artemis qui vont sur la Lune, toutes les missions qui vont sur la Lune seront propulsées par les Européens, puisqu'on a fait un module ATV, un module de ravitaillement de la station spatiale, fait par les Européens, et la partie arrière de ce module fait la navigation et la propulsion des véhicules Orion qui iront sur la Lune. Donc, jusqu'à Artemis 3. Jusqu'à Artemis 3 ou Artemis 4 au moins. Parce alors Artemis 3 qui normalement, dit pour les téléspectateurs, c'est le retour vraiment physique de 2 astronautes au moins, et notamment d'une astronaute, première femme à poser le pied sur la Lune. Normalement, c'est le retour d'ici 2028, on avait dit, mais je pense qu'on va prendre du retard, peut-être 2030. Mais les Européens, en tout cas, battent la mesure et essaient justement de regrouper et de remettre un petit peu de stratégie et de finances. On a un réveil stratégique européen en matière spatiale qui a été manifeste à la ministérielle de l'Agence spatiale européenne il y a quelques mois, qui devrait se
réitéré avec l'augmentation du budget spatial de l'Union européenne. Donc on voit que les Européens remobilisent leurs forces sur tout le domaine spatial, le domaine orbital, le domaine de l'exploration, même si l'exploration l'a fait en coopération. Donc je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste sur le virage des Européens dans le domaine spatial. Et sur l'aspect vraiment de volonté politique, pendant que je vous pose cette question, Michel, on voit justement une autre archive vous concernant quand vous parliez avec François Mitterrand en 1992. Là, du coup, vous étiez dans la station Mir, c'est ça? Oui, vous étiez chez les Russes. Voilà, vous parliez avec le président de la République. Autres images. Donc là, on voit bien l'implication du politique. Un vol dans l'espace négocié avec les Russes, ça se négocie au plus haut niveau. C'était au niveau présidentiel. Est-ce que là, aujourd'hui, politiquement, vous sentez les décideurs français européens considérer que l'espace, c'est vraiment un champ d'avenir? La France ne peut pas décider seule. L'espace, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment européen. Donc il faut le faire, non pas que les Français, mais en coopération avec les Allemands et les Italiens. Et on a des fois du mal à s'entendre parce que les intérêts, les feuilles de route de chaque pays sont un peu divergentes. Nous, c'était les lanceurs. Les Allemands ont fait les modules, vous savez, les modules scientifiques qui allaient sur la navette spatiale, qu'on a transformés dans le module Columbus. Donc, ils avaient une vocation plus scientifique. Aujourd'hui, la station ISS arrive à sa fin. Donc, les Allemands se désolidarisent un petit peu. Et il y a la volonté du président Macron de faire de l'espace par les startups. C'est Exploration Company avec LNUI qui va faire une capsule qui sera une capsule habitée de dessert de la station spatiale ou d'autres stations spatiales et qui sera après transformée en véhicule habité. Nelly, d'un mot, vous êtes optimiste ou pessimiste sur cette prise de conscience par les décideurs politiques français et européens que l'avenir se jouera aussi dans l'espace, pas que pour rêver? Oui, je ne suis pas 100% convaincue que ça soit un sujet prioritaire aujourd'hui et je n'ai pas la sensation que dans la communication ou dans les messages qu'on reçoit des décideurs, que ce soit un élément très important. Et quand même, il faut reconnaître que, moi je trouve sur le côté européen, où on en est par rapport au reste du monde, quand on voit partir une fusée SpaceX et qu'on voit Ariane, on se dit, OK, il y a quand même un petit train de retard. Moi je trouve quand même qu'on souffre un peu d'une image qu'on est un peu en retard. En tout cas, on a l'impression qu'on l'est. Allez, on laisse en tout cas, on retourne voir Sophie Annou dans l'ISS une dernière fois pour qu'elle nous dise au revoir. Et puis un mot de conclusion et puis on passera à autre chose. On l'écoute. Je suis vraiment ravie de représenter la France ici. J'espère que je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'étoiles dans les yeux et que quand vous regardez les étoiles, vous avez une petite pensée pour le fait qu'on est tous soudés autour de cette aventure. Et merci encore à tous pour le soutien, l'enthousiasme et j'espère vous envoyer beaucoup de choses positives depuis là-haut. Michel, le mot de la fin, si vous avez un conseil à donner à Sophie Annou, vous lui en avez certainement déjà donné plein, mais sur le reste de sa mission, qu'elle va assurer évidemment, mais ce serait quoi? C'est une mission qui va être très longue, 9 mois, c'est quand même très très long. Là, c'est l'euphorie du départ, donc l'euphorie va durer, on va dire, un mois et demi où c'est vraiment le top parce qu'on va découvrir des choses qui sont hyper intéressantes. Après, on va s'habituer, on s'adapte à tout. Et d'être la tête en bas, c'est tout à fait normal. De voir la Terre de très haut, c'est tout à fait normal. Donc, il y a une petite lassitude, il y a des petits creux psychologiques. Et donc, on a institué des conférences avec des psychologues tous les 10 jours pour qu'on puisse remonter un peu le moral des astronautes régulièrement. Parce que les mains faisaient 15 jours ou 5 jours. Après, on est passé à 3 mois, 6 mois. Maintenant, c'est 9 mois. On se dirige tout doucement vers 1 an. Et tout ça pour préparer les voyages vers Mars qui vont durer entre 18 mois et 2 ans. Donc, même si c'est merveilleux, il faut tenir effectivement. Mais pour la place des femmes dans l'espace, c'est très important. Moi, j'ai eu deuxième décollage sur la navette spatiale Columbia. C'était avec une femme, la première femme commandant de bord d'une navette spatiale. On a eu des pannes très graves, une panne de moteur et une panne électrique totale. Et le couple homme-femme est le plus performant lorsqu'il y a une panne grave. Et on est vivant grâce au fait qu'on était un équipage mixte, hommes et femmes, parce que chacun apportait sa capacité à réagir rapidement avec un esprit différent. Donc, l'espace, c'est pas que les femmes, c'est pas que les hommes, c'est le couple homme-femme et les voyages sur Mars se feront avec hommes et femmes pour la perfection. Eh bien, voilà une belle conclusion, beau mot de fin. Merci Michel Tonini, merci à tous les trois. On vous retrouve tout de suite.